Les dimensions psycho-enzymiques. Le dernier secret. En ce moment, j'ai l'impression d'être un délégué qui doit apprendre à un groupe d'enfants sans méfiance que leur cher foyer est de l'histoire ancienne. Et ce parce que leurs parents ne sont pas du tout ce qu'ils pensaient qu'ils étaient. Et pire encore, parce que leurs parents ne s'occuperont plus d'eux parce qu'ils ont dégénéré en criminels. Il faut maintenant prendre de véritables résolutions démocratiques au niveau mondial. Pour faire prendre conscience des implications de ce qui va être dit, retournons à l'année 2001. Un jour seulement avant la catastrophe du 11 septembre, le ministre américain de la Défense de l'époque, Donald Rumsfeld, a déclaré lors d'une conférence de presse que le pire ennemi des États-Unis ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, à savoir à travers la bureaucratie du Pentagone. Une déclaration prophétique, je pense aujourd'hui. Rumsfeld en 2001. Selon des estimations, nous ne pouvons pas suivre des transactions d'un montant de 2,3 billions de dollars. À l'époque, le budget annuel total du Pentagone s'élevait à environ 400 milliards de dollars. Un tiers de cette somme a donc disparu sans laisser de traces, et parce qu'on n'a pas dûment enquêté sur cette disparition suspecte de fonds. Cela s'est produit non seulement une fois, mais aussi année après année, jusqu'à un montant final de 2,3 billions de dollars. Quelle folie! Mais cet aveu de Rumsfeld, devant les caméras, n'annonçait pas la fin, mais plutôt la percée définitive d'une corruption encore plus inconcevable et désastreuse. Car un jour plus tard seulement, les tours jumelles et le WTC-7 ont sombré dans la poussière nucléaire, et avec eux d'innombrables preuves. Bien sûr, l'humanité, qui est amèrement persécutée pour chaque centime d'impôt détourné, comprend parfaitement lorsque 2300 milliards de dollars disparaissent sans laisser de traces dans le bâtiment administratif le plus célèbre du monde, dans lequel se trouvait le ministère de la Défense. Oui, la bureaucratie n'est pas la tasse de thé de tout le monde, n'est-ce pas? Qu'en pensez-vous? C'est du moins ce que l'on pourrait penser depuis le 11 septembre. Car même 20 ans après l'explosion de ces tours, qui n'a toujours pas été passée en revue, personne ne semble vouloir faire la lumière sur le vol de tous ces milliers de milliards qui ont disparu sans laisser de traces. On n'en entend plus parler. Vous voyez, c'est de ce genre de fraude de haut niveau que nous parlons en ce moment. Mais revenons à notre comparaison avec les enfants. La famille humaine, comme les enfants sans méfiance, ne peut toujours pas comprendre à quel point leurs parents, c'est-à-dire les gouvernements, se sont empêtrés partout. En effet, l'administration américaine joue depuis longtemps le rôle de ce modèle et de gendarme du monde. En d'autres termes, elle se dit être la meilleure et fait ces choses monstrueuses. Mes chers, je dis, il est grand temps de se réveiller de tout désir ou vision du monde construit par soi-même. En effet, l'humanité entière est tombée sous le charme et le contrôle total de ces cartels sans scrupules et égoïstes. Il faut simplement que nous comprenions enfin cela. L'exemple qui vient d'être donné ne vise qu'à montrer la hauteur à laquelle est placée la barre de la fraude mondiale à grande échelle, à presque tous les niveaux. Mais les enfants humains, sans défense, s'acharnent à croire encore en la bonté de leurs parents, c'est-à-dire des gouvernements. J'utilise cette image, et aussi en la bonté de tous leurs proches, à comprendre également comme une image, c'est-à-dire leur science hautement louée, leur pharmacie avec ses dieux en blouse blanche, leurs médias, leur système financier éducatif, etc. De même, ils veulent croire à tout prix à la justesse et à la sincérité de son état de droit, de ses lois, de son système judiciaire, de son éducation, etc. Sinon, le rêve de leur monde si parfait et de leur famille serait détruit. Vous comprenez? Mais même face à tous les mensonges et à toutes les tromperies des médias de masse, qui deviennent chaque jour plus scandaleux et évidents, presque personne ne tourne vraiment le dos à cette mafia. Au contraire, ils inhalent sa poussière et mangent sa saleté chaque jour. C'est pourquoi
J'esquisse un peu plus ici le niveau de tromperie criminelle sur lequel nous nous trouvons réellement. Vous voyez, parce que nous ne nous réveillons pas et ne fixons pas de limites appropriées à de telles aberrations, les bras de la pieuvre, de la corruption, se sont depuis longtemps répandus dans nos pays comme une addiction. Je ne peux que mentionner la pointe de cet iceberg gigantesque et inconcevable. Jetons un bref coup d'œil à la crise énergétique qui a été mise en scène dans le monde entier. Des technologies de haute qualité, démontrées publiquement, qui pourraient changer positivement le monde entier, existent déjà depuis des décennies, mais elles n'ont jamais été commercialisées. Et ni les médias, ni les partis politiques, ni les gouvernements ne nous expliquent pourquoi il en est ainsi. Il ne reste donc plus qu'à faire des recherches de notre propre initiative et à nos propres frais. Ce faisant, on rencontre des dimensions de la corruption au moins aussi flagrantes que celles dont nous avons parlé au début. Voici un exemple concret proche de chez nous. Alors qu'aujourd'hui encore, nous devons investir des sommes considérables dans l'efficacité énergétique ordonnée et que nous nous vidons lentement de notre sang à cause de cette saignée forcée sans fin, comme je voudrais l'appeler, l'ingénieur allemand Friedrich Lülling a présenté déjà dans les années 1960 un moteur magnétique fonctionnant parfaitement. En 1962, cette technologie a été présentée de manière fonctionnelle dans le Wochenschau, le journal de la télévision. Il a été montré en détail comment ce moteur pouvait fonctionner jusqu'à 20 ans sans interruption, à une vitesse de 280 tours minute, avec un seul jeu d'aimants. Maintenant, bien sûr, vous vous demanderez pourquoi l'invention de Friedrich Lülling n'a jamais été commercialisée. Les dernières lignes de ce rapport de l'époque vous donnent la réponse. Je cite. La valeur de cette invention est probablement aussi démontrée par les années d'efforts déployés par d'autres pour la faire stagner ou alors la saboter. Mais ni cette émission, ni aucune instance officielle ne nous a expliqué qui sont exactement ces autres ou ces saboteurs qui bloquent une invention aussi précieuse. Voyez le lien? Si on cherche donc à savoir pourquoi cette invention ingénieuse n'est jamais entrée dans la vie quotidienne, il ne reste qu'une seule explication. Elle n'était manifestement pas souhaitée par l'État. Évidemment, ce moteur ne permettait pas de générer des taxes. C'est ma première et profonde supposition. Ce sont de trop bonnes technologies qui simplifieraient trop la vie. Vous savez, dès 1972, c'est-à-dire dès ma première année d'apprentissage en tant que mécanicien automobile, cette doctrine économique de la recherche cupide, appelons-la recherche cupide, m'a été inculquée. On nous a expliqué pourquoi une grande partie des fonds de recherche allaient au département qui étudiait comment les produits pouvaient se dégrader dans le temps. Une chose incroyable. À l'époque, on parlait de point de rupture. On en parle encore aujourd'hui, etc. Sous l'influence de la peur et de la terreur, on nous a présenté à nous, les apprentis, l'horreur du chômage mondial si ce n'était pas le cas. Dès le départ, nous devrions apprendre à accepter que toute chose doit forcément se casser. Déjà à l'époque, notre professeur d'école professionnelle nous avait présenté des moteurs à hydrogène qui fonctionnaient, mais ils étaient délibérément tenus à l'écart du public. Nous étions censés l'accepter sans résistance déjà en 1972, parce que ça devait être comme ça. Mais aujourd'hui encore, 39 ans après cette formation, presque personne ne sait pourquoi tous les gouvernements du monde font tant d'histoires sur le changement climatique, alors qu'ils savent parfaitement que le moteur à hydrogène, totalement propre, c'est-à-dire sans émission, est utilisé depuis des décennies sans aucun problème. La vérité est encore une fois la même. Avec les moteurs à hydrogène, nous deviendrions trop autarciques.
c'est-à-dire trop indépendants, et nos gouvernements ne seraient pas en mesure d'étendre leur position de pouvoir et de générer des taxes suffisantes. Derrière tout ça, il y a l'addiction sans fin pour avoir toujours plus. L'addiction au pouvoir et à la richesse des super riches, combinée à des intérêts gouvernementaux corrompus. Je ne dis pas que le gouvernement tout entier doit être corrompu tout le temps, mais il y a des parties corrompues dans notre gouvernement. C'est de celles-là qu'il s'agit. Quelqu'un pourrait maintenant intervenir et dire « Oui, vous savez, les réservoirs d'hydrogène sont trop dangereux. Ils peuvent exploser, d'où ces blocages. » Mais je vous demande, permettez qu'on vous enlève ce bandeau sous les yeux et regardez les faits. Dès 1989, les développeurs d'Audi ont présenté une Audi plutôt grande et pourtant extrêmement efficace, à savoir l'Audi 100, qui a fait l'objet d'un reportage complet sur la deuxième chaîne de télévision allemande en 1989. Vous pouvez le voir de vos propres yeux. Le lien vers ce reportage se trouve au bas du texte de l'émission. À la demande d'Audi, le reportage de la ZDF a été surveillé par le contrôle technique allemand. Écoutez bien pourquoi. Afin que personne ne puisse prétendre qu'il s'agissait d'un faux ou de quelque chose d'inadapté. En bref, cette Audi 100 n'a manifestement consommé que 1,76 litres de diesel pour 100 km déjà en 1989. Et cela n'a pas été fait sur un banc d'essai optimal, mais après un parcours réel de plus de 4800 km à travers l'Europe avec un seul réservoir, c'est-à-dire à travers l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Luxembourg, l'Espagne, la France et l'Italie. Vous comprenez? Et à une vitesse moyenne de 60,2 km/h. On pourrait dire, le moteur allemand et le moteur fonctionnant à l'hydrogène pourraient être supprimés. Mais voilà, le monde et son climat pourraient être sauvés après tout, car l'Audi 100, la voiture la plus économique, est née. Oups! Où est-elle aujourd'hui? Qui d'entre vous la connaît? Qui en a une? Qui en a déjà entendu parler? Je dis personne, car cette Audi 100 n'est jamais arrivée sur le marché. L'ensemble du lobby pétrolier est bien trop lié à nos parents corrompus, c'est-à-dire à la partie corrompue du gouvernement. Ils préfèrent laisser leurs petites filles malades sournoisement instrumentalisées, ainsi que des millions d'écoliers faisant l'école buissonnière. Semer la panique dans le monde entier avant d'admettre ouvertement que des centaines d'inventions similaires existent depuis longtemps, mais que leurs brevets sont délibérément bloqués et cachés à la population mondiale tourmentée. Vous comprenez, ces accros de la compétition, permettez-moi de les appeler accros de la compétition, ont été autorisés à se développer sans entrave jusqu'à présent. Quiconque ne fait qu'entrevoir la petite pointe de ce gigantesque iceberg doit inévitablement se rendre compte que nos parents, c'est-à-dire les gouvernements, ne sont pas ce que nous avons toujours cru. Vous comprenez ça? Ce n'est pas seulement depuis le Covid qu'on nous ment et qu'on nous exploite de manière aussi hontée dans le monde entier. Tous ceux qui soutiennent la politique climatique actuelle devraient admettre honnêtement que tous les objectifs climatiques pourraient facilement être atteints sans toutes ces campagnes de panique imaginées par des Greta et des hordes d'enfants abusés. Depuis qu'une partie de l'État profond divisé a transféré son siège en Chine, la Chine socialiste et dictatoriale, c'est-à-dire l'enfant modèle de l'État profond pour la grande réinitialisation, commence soudainement à vouloir sauver le climat avec une technologie apparemment totalement nouvelle. Bien sûr, une aile des prétendus dirigeants mondiaux divisés tente de prendre le leadership économique du monde grâce à cette technologie. Mais de quoi s'agit-il? La Chine polluée est en train de construire le premier réacteur au thorium. C'est quoi ça? Mais même cette technologie apparemment toute nouvelle avait déjà été testée avec succès dans les années 1965-69 sous le nom de réacteur MSRE. Ce réacteur a déjà fonctionné pendant 15 000 heures sans aucun problème à l'époque. Un réacteur de ce type n'est pas plus grand qu'un abri de jardin, mais son énergie sans danger remplace une centrale nucléaire entière, c'est-à-dire une très grande centrale.
À l'heure actuelle, même les physiciens nucléaires les mieux formés, qui ont obtenu un doctorat en physique nucléaire et en technologie des réacteurs, sont stupéfaits. Car la plupart d'entre eux, comme nous tous, ont seulement appris ces jours-ci qu'une telle technologie était possible et qu'elle existe. Mais la Chine va lancer la production en série de ces mini-réacteurs, qui sont censés fournir de l'électricité propre, sans CO2, dès l'année 2030. Alors que les hystériques du climat parlent de plus en plus fort de la fin du monde, à cause du changement climatique dont bien sûr les humains sont responsables, là on est saisi d'horreur quand on cherche à savoir quelles forces ont empêché la construction de ces réacteurs au thorium cachés depuis la Seconde Guerre mondiale. Et surtout, ce qui est encore plus important, quel en est le motif principal? Pourquoi cela est-il étouffé? Contrairement aux centrales nucléaires existantes, comme nous les connaissons, pour les réacteurs au thorium, il n'y a pas de résidus réutilisables pouvant servir à la fabrication d'armes nucléaires. Mais cette technologie est connue des gouvernements du monde entier depuis au moins 1945. Des milliers d'autres exemples de brevets détournés existent, mais ceux que j'ai mentionnés devraient suffire pour le moment. Comprenez-vous, malheureusement, ce ne sont pas les côtés les plus sombres de nos parents, c'est-à-dire des partis du gouvernement. Le plus grave de tout est à venir. Mes chers, je dis, il est grand temps de se réveiller de toute vision du monde construite par soi-même. Ce que nous n'avons encore absolument pas saisi concerne la méthodologie systématique avec laquelle ceux qui nous dominent procèdent contre nous. Ce que j'entends par là, c'est ce que je veux vous transmettre dans cette deuxième partie du drame, de manière aussi facile à comprendre et aussi systématique que possible. Notre famille mondiale est approchée et dépouillée selon les principes systématiques des trafiquants de drogue. Ça, c'est notre problème. J'explique d'abord ce principe, et ensuite je l'applique à notre situation. De même que les toxicomanes ne tombent pas du ciel, vous n'êtes pas tombé par hasard sous le coup de tant de dépendance et de prélèvements obligatoires. Vous avez été victime d'une stratégie de séduction compulsive, comme celle que doivent utiliser les dealers de drogue. Pourquoi je dis devoir? Parce que tout toxicomane doit constamment augmenter sa consommation de drogue. Il lui faudrait commettre un vol chaque semaine dans les plus brefs délais s'il voulait financer uniquement avec de l'argent les drogues de plus en plus chères. Le seul moyen de se procurer les substances nécessaires sans voler constamment est de devenir dealer soi-même. C'est ainsi que se forment les cartels de la drogue. Le producteur de drogue a tout sous contrôle. Ces revendeurs obtiennent de lui les marchandises à moindre coût et ils peuvent en retirer chaque jour leur dose comme un salaire pour leur trafic, pour ainsi dire. Ayant eux-mêmes besoin de substances de plus en plus fortes, tous les jeunes dealers s'occupent d'abord de leurs victimes et c'est ainsi qu'un circuit se crée. Au début, ils distribuent généreusement leurs drogues en petites doses. D'abord des drogues douces, puis des drogues de plus en plus dures. Mais aussitôt que la dépendance s'est installée, que le lien s'est créé, vient la phase payante, l'arnaque impitoyable. Et le pire, c'est que le jeu infernal avec les instincts naturels suit son cours. Alors que les pulsions naturelles de satisfaction du plaisir sont de plus en plus surexcitées, le toxicomane est siphonné jusqu'à la ruine. Il ne peut plus s'en sortir. Au début, on lui a dit que c'était une expérience formidable, une vraie liberté, vraiment cool. Et vous voyez, selon ce principe de rendre dépendant, les instincts naturels de la communauté mondiale sont malmenés à tous les niveaux. C'est exactement comme cela que ça se déroule. Au sens propre du terme, au début, la pornographie, jeux sexuels et autres étaient un moyen d'exciter la communauté mondiale. Les premiers produits pornographiques ont été délibérément distribués gratuitement ou à très bas prix. Et peu après, ils sont devenus un marché annuel de plusieurs milliards de dollars.
Parallèlement, par le biais de la propagande, ils ont rendu les gens dépendants à la liberté sexuelle dans tous les sens, à l'échangisme, aux partouzes, etc. Aujourd'hui, la prostitution est reconnue comme une profession. Reconnue, bien sûr, car ça paye des impôts, vous comprenez? On a également rendu les gens tellement dépendants de leur liberté jusqu'à ne plus vouloir s'engager à différents niveaux. Par exemple, changer de partenaire au lieu de se marier, des relations entre personnes du même sexe. Tout a évolué comme une addiction jusqu'au statut protégé de nombreuses formes de genre sexuel telles que nous les connaissons aujourd'hui. De cette manière, les peuples se sont de plus en plus laissés abuser et conduire dans la dépendance. Aujourd'hui, des milliards de personnes de tout arrière-plan sont désespérément piégées sans issue dans la pornographie, l'adultère, l'infidélité, les perversions et dans des compulsions sans fin. Néanmoins, ces masses obsédées par la drogue et le sexe rêvent d'encore plus de liberté, comme si c'était ça la liberté, sans voir que toutes ces libertés artificielles acquises les ont dégradées à un état d'esclavage si pathétique, car elles sont devenues esclaves de leurs propres désirs et dépendance, esclaves de toutes sortes de pulsions naturelles. Quelle tragédie! Et maintenant, j'en viens à la politique actuelle d'addiction. Avec la politique actuelle du Covid, une grande partie de la classe moyenne a déjà été rendue dépendante par les soi-disant indemnités alléchantes versées par le Trésor public. Vous vous souvenez? Tout d'abord, d'innombrables petites et moyennes entreprises ont été contraintes de fermer leurs portes. Les dealers du Covid, je les appelle comme ça maintenant, étaient déjà à la porte et promettaient du secours à la classe moyenne victime. Malgré le brouillard causé par toute cette pandémie, cette proposition était plutôt attrayante. D'abord, pas le droit de travailler, puis percevoir par exemple 80% de son salaire. Tout cela gratuitement. De nombreux restaurateurs et d'autres ont reçu plus d'argent dans cette phase où ils se sont rendus dépendants que s'ils avaient travaillé. Par analogie avec le principe du dealer, il s'agissait d'un pur pot de vin. Car les bénéficiaires, c'est-à-dire ceux qui étaient financièrement rendus dépendants, faisaient imperceptiblement partie de ce complot de la pandémie. Bien entendu, involontairement et sans s'en rendre compte. Le fait que ces dealers prédateurs, déguisés en moutons de l'État, ont distribué beaucoup d'aides financières pour lesquelles personne n'a travaillé, ne serait-ce qu'une seule heure, n'est toujours pas compris pour la communauté mondiale trompée. Mais d'où vient tout cet argent? C'est très simple, il sort des chapeaux de ces dealers financiers hautement criminels par le biais d'une dette nationale en constante augmentation. Jamais la communauté mondiale ne sera en mesure de rembourser cette dette supplémentaire imposée, même avec 100 ans de dur labeur. Ça, nous devrions pourtant le comprendre. Mais c'est justement là le piège. Je fais donc le pronostic suivant. Dès qu'un appauvrissement total se sera installé du fait de l'addiction d'avoir toujours plus de ces aides financières, les réclamations pour la réduction de la dette publique deviendront soudain de plus en plus fortes. Retenez bien cette phrase. Peu importe les merveilleuses promesses du début, ne les écoutez pas. Toutes les dettes forcées et imposées précédemment seront tôt ou tard impitoyablement répercutées sur nous, la communauté mondiale tout entière, à la manière d'un dealer. Du moins, ils vont essayer de faire ça si maintenant nous ne faisons rien contre. Et parce que, comme je l'ai dit, nous ne serons pas en mesure de rembourser ces dettes forcées, même en 100 ans, les dealers totalement privés du système financier numérique se mettront bientôt à ponctionner tous nos biens, y compris toutes sortes de produits de luxe, des bijoux, des économies, et si possible, une autre belle partie de notre épargne retraite et des milliers d'autres choses encore. Pensez à ce qu'a dit Klaus Schwab. Tu ne posséderas plus rien et pourtant tu seras heureux. Vous en souvenez? En résumé, cette mafia entend procéder au pillage de nous tous jusqu'à la dernière chemise, pour ainsi dire, jusqu'à l'état d'esclave potentiel, jusqu'au dernier souffle.
Dans le même temps, la ruine totale s'annoncera forcément aussi dans le secteur de la santé. Ici aussi, l'humanité a été préalablement trompée par toutes sortes d'idées libératrices. Elles étaient très bon marché au début. Au commencement, la caisse commune était un leurre absolument bon marché, un appât prometteur de salut, pourrait-on dire ainsi. Et la même chose s'est produite dans tous les domaines des retraites, du secteur des assurances, de la propriété et d'autres secteurs d'assurance. Après que l'humanité a été dopée et rendue dépendante de cette lumineuse drogue sécuritaire, les dealers de sécurité ont soudainement commencé à nous dévorer, nous les peuples gros et gras. Et aujourd'hui, nous payons presque tous tellement de cotisations que selon moi, si vous aviez mis dès le début ces sommes dans votre propre caisse ou poche, vous pourriez financer grâce à elles le coût d'environ une jambe cassée par an. Bref, aujourd'hui aussi, nous trouvons une humanité impuissante et sans défense face à tous ces paiements coercitifs. Pourtant, toutes ces cotisations d'assurance obligatoire, ces primes de retraite et autres continuent d'augmenter, encore et encore. Prélèvement obligatoire jusqu'à l'appauvrissement total et aucune solution en vue pour nous en libérer. Tout aussi peu qu'un alcoolique, un toxicomane ou un dépendant des médicaments, par exemple, pourrait réclamer pour lui-même une solution pour être délivré. Bien qu'il y ait encore un millier d'autres domaines à mentionner pour lesquels on est rendu accro, je dois ici encore éclairer le point le plus sombre de cette tragédie. Parce que l'abus de pouvoir tout azimut est régi par les lois naturelles de la dépendance et la méthodologie d'addiction, les conséquences finales doivent être absolument prévisibles. Parce que j'ai été confronté pendant des décennies à des personnes ayant toutes sortes de problèmes de dépendance, je sais exactement de quoi je parle maintenant. Chaque toxicomane, quel que soit le type de dépendance dont il est affecté, doit légalement consommer de plus en plus de substances et des substances de plus en plus fortes. Tous les enfants le savent, afin d'obtenir l'extase nécessaire à chaque fois. Mais s'il n'a pas l'extase souhaitée, cela devient assez dangereux. Et pas seulement pour le toxicomane. Il en va de même pour l'alcool, la nicotine, les drogues, en commençant par le cannabis, puis l'opium, la coke, l'héroïne, les drogues synthétiques de toutes sortes, de tout type. Il en va de même pour les dépendances sexuelles, desquelles, je dis, si elles ne sont pas dominées, elles se transforment en perversions compulsives, évoluent puis produisent toutes sortes de délinquants sexuels, conduisant à la violence, à la haine et à la dépendance à la torture, et ainsi de suite. Mais ce que je dis plus loin, il en est de même pour toute espèce d'être humain qui fait des injustices. Il ne s'agit pas seulement d'un problème de dépendance, mais le problème de faire des choses injustes. Et ne fermez pas vos oreilles maintenant. La tragédie ne s'arrête pas là. Parce que chaque dépendance réclame toujours plus d'extase et de plus en plus forte, même après que les organes du plaisir ont été complètement submergés et ne fonctionnent plus. Et ces histoires exagérées, telles que la sexualisation précoce, les abus sur les enfants, la maltraitance des enfants, et malheureusement avec tout ça, ce n'est toujours pas encore terminé. Et maintenant viennent toutes ces histoires avec l'adrénochrome. Vous avez vu les émissions sur CLA TV. Chaque année et dans le monde entier, des dizaines de milliers d'enfants sont volés, enlevés ou disparaissent tout simplement sans laisser de traces. Où sont tous ces enfants? C'est là qu'ils se font vider de leur sang sous une torture extrême afin d'en extraire la drogue adrénochrome pour les accros en phase terminale. C'est l'extase ultime. Et maintenant vient encore le summum. Tenez bon pour cette dernière partie, après c'est fini. Et je le répète, ce que je vais dire ne s'applique pas seulement aux toxicomanes, mais à toutes sortes de personnes qui tombent dans la délinquance, en perdent le sens de la vie et n'ont plus rien. C'est le même principe. Car cette ultime extase doit, par les lois de la nature, perdre à nouveau de son excitation, tout comme pour les drogues. Alors, qu'est-ce qui doit venir après ça? Maintenant, s'il vous plaît, attachez vos ceintures. Après des décennies d'expérience dans le domaine d'aide aux toxicomanes, je peux vous dire avec certitude quelle source sera exploitée après l'adrénochrome. Maintenant, c'est notre tour en tant que peuple entier.
Ce n'est plus seulement les enfants, mais maintenant c'est nous tous qui sommes concernés. Parce qu'à aucun moment nous n'avons fait nôtre le problème des addictions prolifiques de nos dirigeants mondiaux ou de leurs exigences injustes, et que nous avons toujours détourné notre regard, et ce jusqu'au niveau du trafic d'adrénochrome, provenant du sang d'enfants enlevés, maltraités, sans défense, parce que nous n'avons jamais vraiment éradiqué les dépendances et les injustices prolifiques jusqu'à la racine. Elles ont maintenant fait leur chemin jusqu'à nous, la population mondiale entière. Aujourd'hui, ces impitoyables prétendants à la domination du monde se procurent leur dernière drogue, leur dernière et ultime extase sur le chemin psycho-enzymique. Je peux comprendre tous ceux qui se demandent sérieusement de quel genre de nouvelle drogue il s'agit ou de nouvelles façons de se procurer ces substances. Je vous l'expliquerai plus tard à l'aide de milliers d'exemples que j'ai vécus. Pendant des décennies, nous avons délibérément accueilli chez nous des toxicomanes de toutes sortes ou des personnes qui étouffaient dans leurs mauvaises actions, afin d'apprendre à connaître la cause et à surmonter le problème de la dépendance, le problème de produire de mauvaises choses. Et les plus épuisés d'entre eux, sur lesquels aucune drogue n'avait encore d'effet, ont pu tirer de la malveillance une nouvelle sorte d'extase. Et ceux qui ont été étouffés par leurs méfaits d'eux-mêmes. En d'autres termes, ils ont commencé à contaminer l'atmosphère de la maison comme poussés par une addiction. Pourquoi ? Parce qu'ils ne concédaient plus aux autres aucune forme de bien-être. Ils ne l'avaient pas eux-mêmes, alors les autres ne devaient pas l'avoir non plus. Et puis pendant des années, nous avons dû vivre quotidiennement ce qui était probablement le chapitre le plus cruel. Les textes originaux grecs du Nouveau Testament parlent ici d'un effet micro-enzyme angoissant, au niveau spirituel ou psychologique, qui est rendu en allemand par un effet mental malin à la manière d'un levain, comme la levure si vous voulez. Ainsi, ceux qui s'étaient tellement enfoncés dans la voie des addictions ou des méfaits qu'ils ne pouvaient plus tirer de sentiments positifs de vie, de quoi que ce soit, n'avaient plus de joie, ne pouvaient plus rien tirer de naturel, ont même commencé à nous manipuler pour nous tourmenter par toutes sortes de comportements, de schémas de comportement ou de manipulation. Et maintenant, faites attention. Plus nous nous sentions mal, nous qui auparavant avions un sentiment de bien-être, donc plus nous nous sentions mal, plus leur extase était automatiquement plus grande. Ça, vous devriez l'expérimenter un jour. Nous l'avons vécu pendant des années. Ils ont trouvé un nouveau soulagement pour eux-mêmes à travers cela, mais seulement aussi longtemps que c'était un fardeau psychologique pour nous, aussi longtemps qu'ils pouvaient nous accabler, nous mettre sous la pression, aussi souvent que nous étions capables de nous battre contre ces influences contraignantes, ces personnes se sentaient immédiatement de nouveau mal. Et cela ne dépendait pas du tout si nous étions physiquement ensemble. Cette balance, comme nous l'avons appelée au fil des ans, fonctionnait aussi bien si nous étions ensemble dans une pièce ou non. On pourrait raconter des heures à ce sujet. J'en ai écrit des livres. Dans notre langage technique, j'appelle maintenant le tout un phénomène de psychoenzyme. Le mot est composé de psycho, qui signifie âme, et enzyme, qui signifie efficacité. C'est-à-dire une action psychique qui a une influence directe, un échange psychique immédiat. Par conséquent, par rapport aux effets, nous devons parler d'une dépendance psychoenzymique d'une part et d'une drogue psychoenzymique d'autre part. Le toxicomane psychoenzymique puise donc sa drogue directement, maintenant attention, directement dans le tourment de ses semblables. Il n'a pas besoin de fumer, il n'a pas besoin de boire, il ne prend pas de médicaments, il n'a pas besoin de s'injecter quoi que ce soit, il ne prend pas d'adrénochrome. Il aspire son énergie, son extase directement de la misère de ses semblables et de son environnement. C'est devenu son dernier carburant, pour ainsi dire. Il n'a donc besoin de rien d'autre que de mettre ses semblables à rude épreuve, de les tourmenter, je dirais de les terroriser, de les effrayer ou autre, et ensuite il plane.
Dès que son environnement n'est pas tourmenté, la substance s'estompe en lui. C'est ce qui est fou. C'est pourquoi il doit constamment veiller à ce que son environnement soit tourmenté ou déprimé d'une manière ou d'une autre. Lorsque l'effet de cette drogue psychoenzyme s'estompe, il s'efforce de manière compulsive, vraiment de manière compulsive, de faire souffrir encore plus de personnes. C'est complètement fou, mais nous en avons fait l'expérience pendant des années. La majorité croissante des gens qui souffrent forment maintenant leur dose de drogue encore plus élevée. Ils ressemblent à un vampire invisible, un démon pourrait-on dire aussi, qui aspire la vie intérieure de ses victimes directement via l'esprit, via la psyché, via l'atmosphère. Et là encore, comme je l'ai dit, je parle pour deux types de personnes. Des personnes qui viennent directement de la toxicomanie et des personnes qui ont perdu le sens de la vie parce qu'elles ont fait du mal à d'autres et n'ont pas regretté leurs actes. Ces personnes peuvent également obtenir leur dernière extase tant désirée en détruisant simplement n'importe quoi. Les plantes, les animaux, l'environnement sous toutes ses formes. Par exemple, ces nombreux incendies de forêt dont on entend parler. C'est l'une de ces formes. Ils en retirent leur extase, l'absolu, le total, l'ultime extase. Et vous voyez, il y a déjà 3000 ans, l'un des initiés les plus sages sous ce ciel a formulé exactement ce phénomène avec les mots suivants. Je vais le citer. « Car ils ne trouvent ni sommeil ni repos s'ils n'ont pas su nuire, détruire, et leur repos leur est dérobé s'ils n'ont pas abattu. » Incroyable, n'est-ce pas? Mais ici, nous pensons à la destruction actuelle de l'ensemble de la classe moyenne, à la destruction conséquente du bien-être de l'ensemble de la population mondiale, à la destruction de toutes nos libertés, des droits de l'homme, etc. Vous comprenez? C'est comme ça que ça se passe. D'ailleurs, le même auteur a dit dans une autre phrase, je cite aussi celle-ci, « Ils ne peuvent se soulager que sous la souffrance des autres. » Ou traduit différemment, ils ne trouvent du plaisir que dans les actions qui provoquent l'agonie. Ou traduit encore autrement, ils ne peuvent que se réjouir face à la confusion, la défiguration, la déformation, la malformation, la dislocation. On pourra encore allonger la liste ici. Vous saisissez les liens? Nous connaissons tous l'effet de la vengeance et de la satisfaction dans le domaine de la justice. Par exemple, lorsqu'un horrible assassin ou terroriste est arrêté et reçoit enfin sa juste condamnation, ou lorsqu'un voleur est attrapé et doit rapporter le bien volé, etc. Tu vois, après on va mieux. Avant, nous étions en bas et le malfaiteur était en haut. S'il est attrapé, nous on va mieux, et ça monte et pour lui ça descend. C'est comme ça quand on vit dans le domaine de la justice. Mais cette dimension dont nous parlons ici se situe dans une dimension supérieure. Il s'agit du domaine des choses injustes, toujours plus injustes. Laissez-moi répéter la chose la plus importante. La fonction du psychoenzyme est complètement indépendante de ce que vous vivez visuellement, c'est-à-dire de ce que vous voyez ou entendez. Elle est totalement indépendante. Elle va d'esprit à esprit, d'âme à âme, de la psyché à la psyché. Cela fonctionne comme une balance invisible mais réelle. Si la victime va mal, l'auteur va bien. Si la victime va bien, l'auteur va automatiquement mal. Donc, si sa victime se bat pour s'élever, se libérer, pour ainsi dire, de toutes les contraintes imposées, de toutes les injustices imposées, des tourments, etc., et se débarrasse de tout cela, alors le toxicomane psychoenzymique sera immédiatement en manque. Et vraiment. Et voilà que j'arrive progressivement à la fin. Ces sociétés secrètes sataniques qui dirigent le monde, c'est-à-dire les prétendus dirigeants du monde, ont récemment dû passer à la phase psychoenzymique, c'est-à-dire au dernier maillon de la chaîne de la drogue, comme on pourrait l'appeler. J'ai dit « ils ont dû », parce que l'avant-dernière drogue, appelée adrénochrome, qui est très appréciée là-haut, n'est plus suffisante pour eux. Et maintenant, je dis la chose essentielle pour nous. Par conséquent, l'arme la plus importante contre ce genre de tortionnaire humain réside dans notre joie de vivre, dans l'amour que nous avons les uns pour les autres et que nous gardons, dans notre unité et dans notre fermeté. Et chaque forme de notre frustration, chaque forme de notre inquiétude,
de notre division, de nos conflits, etc., est leur nourriture psycho-enzymique, c'est-à-dire leur approvisionnement en drogue. Chaque forme de notre peur, de notre étroitesse d'esprit ou de notre lâcheté leur fournit leur drogue psycho-enzymique directement à la maison, pourrait-on dire. Si par contre nous restons forts, si nous restons totalement confiants dans notre victoire et dans notre nouveau monde, tous ces tortionnaires d'hommes s'épuisent à ce moment-là. Ils vivent de nos tourments, ils meurent de notre joie de vivre, de notre qualité de vie. Ils commencent à souffrir de tourments comme un démon qui est chassé de sa victime après l'avoir tourmenté sans cesse de l'intérieur. Ainsi, lorsque nous montons, leur descente se fait toute seule, comme une balance. C'est lié spirituellement et physiquement. Ainsi, aussi souvent que vous laissez entrer en vous des pensées négatives, des sentiments négatifs, des dépressions ou autres, vous devez savoir que vous nourrissez ces prédateurs qui vivent directement de vos tourments. Cela est également vrai dans les relations interpersonnelles, où ce principe fonctionne lorsqu'il y a des conflits. Qu'ils vous voient ou non, comme je l'ai dit. Cela ne joue absolument aucun rôle sur le plan psycho-enzymique. Ce qui compte ici, c'est ce qui se passe réellement en nous et à travers nous. Alors, voici ma conclusion. Préservons l'unité à tout prix. Vivons ensemble dans la vérité, dans la paix, et propageons sans relâche le nouveau monde. Car vous et moi, vous et nous, nous sommes le nouveau monde. Pour conclure, si vous voulez être en forme intérieurement, être vraiment au top, regardez si possible l'intégralité de ma conférence « Vous êtes des dieux » directement sur CLA TV. Et faites de mes paroles votre vie. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter, nous vous aiderons. Voilà, c'est tout mes chers. Je suis Ivo Sazek qui se tient devant Dieu depuis 44 ans.